Merci de nous rejoindre dans l'Intelligent Club de ce mercredi 30 avril. Voici les actualités au menu de cette émission. Présidentielle 2025, des partis d'opposition se mobilisent pour Alassane Ouattara. Bredoumi Soumaïla convoqué à la police. Que s'est-il passé? Sénégal, franc CFA, Ousmane Sonko dans les pas des populistes. Retour studio dans quelques instants pour le décryptage de ces différentes actualités. Huit partis politiques réunis au sein de la coalition du DIR-G8 qui apportent leur soutien à la candidature du président sortant Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. On écoute ici la déclaration de Zadi Djedje, leader de cette coalition. Président de l'UDC, Monsieur Koulibaly Mamadou Jacob, président du PIA, Blé Pierre Nolandais, président de LDC, Fofana Siaka, président du RDP, Monsieur Assiem, président de l'APSI. Pour le compte de la DIR, démonstration des Ivoiriens rassemblés, Monsieur Yao Kwadjo Stanislas, président de l'UMPP, Union des marches pour la paix. Monsieur Aka Blewo Jean, président de l'UDC, Union des démocrates de la Côte d'Ivoire. Madame Koko Bou Françoise, présidente de la LMP, la Mouvance pour la paix. Enfin, votre serviteur Zadi Djedje, président de l'Alliance des Ivoiriens pour la démocratie. Pour revenir aux raisons du rapprochement G8-DIR, il faut dire que deux groupements de partis politiques que nous sommes, nous, ici, ce matin, des partis politiques, au total, G8 et DIR, nous avons la même vision. C'est pourquoi, ce matin, je voudrais, au nom de G8, de ces deux groupements de partis politiques, ont une totale convergence de vues sur la qualité de la gouvernance de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Pour faire simple les choses, il faut noter que plusieurs séances de travail ont réuni le G8 et la DIR depuis quelques mois. À l'issue de nos échanges, l'homme retient ce qui suit. 1. Le G8 et la DIR annoncent ce matin à cette conférence de presse la mise en place de la coalition pour la nation, CPN. 2. La coalition pour la nation CPN appelle avec insistance le président, son Excellence Alassane Ouattara, à se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. 3. La coalition pour la nation CPN et le RHDP ont convenu de mutualiser leurs actions dans le cadre d'un accord de partenariat pour les échéances électorales à venir. Jean-Rocher Nguessan, en entendant Zadi Djedje qui se prononce ouvertement avec un certain nombre de leaders politiques ivoiriens qu'il a eu à présenter dans cette vidéo que l'on vient de regarder à l'instant, visiblement le profil du président Ouattara attire toujours de nombreux Ivoiriens.
Vous savez, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles et on observe de plus en plus à la mise sur pied de certaines coalitions. On a assisté le 10 mars dernier à la mise sur pied de la CAPSI, une coalition de l'opposition qui est un cadre permanent, non idéologique. C'est un cadre aussi d'échange, de concertation par rapport à un certain nombre de problématiques. Et hier, on a assisté aussi à la mise sur pied de cette coalition. Vous savez, ils sont nombreux à critiquer par moments la mise sur pied de ces coalitions à l'aube surtout des élections. Et surtout, certaines personnes, j'ai lu quelques commentaires, est-ce que ces partis-là sont véritablement représentatifs de l'opposition? Est-ce qu'il y a des militants au sein de ces différents partis politiques? Quand même, ce sont des grands inconnus. Mais n'empêche que c'est un certain nombre de personnes qui ont décidé de se mettre ensemble et de porter leur voix et de soutenir les actions du RHDP. Et ils se sont voulus assez fermes par rapport au sujet d'actualité. Lorsque j'ai lu le communiqué final, ils ont abordé la question de la CEI, ils ont condamné le PDCI notamment et le PPACI suite à leur sortie de la commission électorale indépendante. Ils jugent qu'il y a un procès d'intérêt qui est fait à la CEI sur la radiation de Tcham. Ils se sont voulus assez fermes, ils ont salué à leur niveau la probité de la justice ivoirienne, ils ont appelé aussi à la responsabilité du PDCI RDA, ils ont évoqué aussi le cas PPACI avec le comité central d'il y a quelques jours. Ils demandent au PPACI de revoir un peu leur copie, ils demandent surtout à ce parti de ne pas manifester. Moi, j'observe qu'ils sont un peu dans la dynamique du parti au pouvoir, c'est de bonne guerre. À quelques mois des élections, on essaie de recruter de part et d'autre et j'estime que le RHDP, se sentant fort, étant au pouvoir, essaie de voir du côté de l'opposition s'il y a certains leaders qu'ils peuvent ramener dans leur combat et je pense que c'est de bonne guerre, surtout à quelques mois des élections présidentielles. Sero Djabiga, quelle est justement votre lecture de cette initiative prise par Zadi Djedje et ses compères du G8? Nous sommes à la lisière de l'élection présidentielle de 2025, disons à 6 mois d'élection. Et ces actions sont inhérentes à toute période préélectorale où on sent des mouvements politiques, soit qui soutiennent l'opposition ou qui soutiennent le pouvoir en place. Chacun y va de ses intérêts, d'autres c'est des intérêts ventraux, d'autres c'est des intérêts idéologiques. Et bon, on essaie d'interpréter comme on peut. J'ai entendu Zadi Djedje, j'ai lu sa déclaration et j'ai vu les différents leaders politiques qui l'entouraient pendant qu'il lisait sa déclaration. Des leaders politiques dont les adhérents ne peuvent même pas remplir un ascenseur. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on en sait? Parce qu'après, on suppose que pour former un parti politique, on a certainement... Oui, laissez-moi sourire aux gens, Richard. Laissez-moi aller... des personnes qui sont convaincues de nos idéaux que nous portons. Oui, la conviction, elle est légitime, elle est encadrée par la Constitution. Donc je disais que quand on parle de la G8, on parle des leaders de l'opposition qui ont pris position en faveur du président de la République. Il ne représente rien. Il ne représente rien. C'est une association, la CPN est une association insignifiante dont le poids et dont le potentiel politique ne peut inquiéter personne. Et c'est un euphémisme. C'est une action délibérée parmi tant d'autres qui, légitimement, est tombée sous le charme du président Alassane Ouattara et dont les propositions ont quand même un peu choqué dans une période assez sensible où la Côte d'Ivoire traverse une période où la Côte d'Ivoire craint de replonger encore dans les crises sociopolitiques. Et on les voit en train d'encenser la CEI, on les voit en train d'encenser le gouvernement, la CEI qui est beaucoup controversée depuis un certain moment, la CEI dont les actions sont critiquées, et la CEI dont le durcissement du langage et des positions est beaucoup critiqué. On voit aujourd'hui ces leaders-là qui sortent pour encenser la CEI et qui attaquent la responsabilité du PPACI, du PDCI. Moi, je pense qu'il faut être sérieux. Le PDCI a appelé à une mobilisation le 2 novembre. Le 2 mai, pardon. Nous avons assisté à la convocation du porte-parole du PDCI aujourd'hui. Et on a assisté récemment à la radiation du président du PDCI. Et on sait que le président Laurent Gbagbo a également radié aussi de la liste électorale. Et voilà autant de problèmes qui devaient capitaliser, qui devaient susciter nos réactions en tant qu'Ivoiriens, en tant que citoyens,
Tout le monde doit se sentir concerné. Hier, nous parlions tantôt des actions que les leaders religieux pouvaient mener en vue de ramener à l'apaisement. Je pense que ce sont ces sujets-là qui devraient nous intéresser. Mais pas poser des actions pour plaire aux gouvernants et peut-être en contrepartie avoir quelque chose. Leur position. Alors Jean-Richard, est-ce que l'on s'achemine inexorablement vers une sorte de mouvement de partis politiques qui ne sont pas forcément membres du RHDP ou qui ne gravitent pas forcément autour du parti au pouvoir, mais qui pourraient se dire il est nécessaire, au vu des actions réalisées par le chef de l'État, que nous lui apportions notre soutien pour qu'il rempile pour un autre quinquennat à la tête de l'État ivoirien? Vous savez, à l'aube des élections, il y a plusieurs coalitions qui se créent. Et je ne partage pas forcément le point de vue de Soro lorsqu'il dit que ces personnes ne peuvent pas remplir un ascenseur. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est plusieurs partis politiques. Moi, j'observe qu'il y a l'UDC, le PIA, le FDCI, le FDP, la LPCI, le DIR. Mais n'empêche que ce sont des partis, mais ce sont des partis légalement constitués. En tant qu'observateur de la vie politique mais ce sont des partis légalement constitués. Oui. Soit dit en passant que le chef de ce parti, avec sa famille, sont quand même peuvent être représentatifs. Qui te dit que sa famille le soutient obligatoirement? Ah ben, soyons sérieux. Ce sont des Ivoiriens. Vous savez, au-delà de ça, moi, ce que moi j'observe, lorsque j'ai écouté la déclaration de M. Djedje, il dit nous avons la même vision, la même convergence de vue sur la qualité de gouvernance du président Alassane Ouattara. Au-delà des critiques de la CEI, sur la CEI, sur la radiation de M. Thiam ou encore sur le comité central du PPAC, ils estiment que le président Alassane Ouattara a apporté énormément à la Côte d'Ivoire et qu'il serait intéressant pour eux de lui accorder encore 5 ans de nouveau. Je pense que c'est leur point de vue et à ce niveau-là, il faut respecter ce point de vue. Pourquoi saluer une coalition telle que la CAPSI qui représente 25 partis d'opposition qui n'ont pas la même idéologie mais qui décident de se mettre ensemble pour un objectif non plus. Oui, qui ont un objectif commun. Mais là, lorsqu'il s'agit de d'autres partis qui soutiennent le gouvernement, on se pose des problèmes, on se dit que ce sont des partis qui viennent, qui soutiennent le gouvernement pour des actions. On a tendance à dire qu'ils partent au restaurant. Mais bon, après, il faut respecter ces partis, je pense. C'est leur point de vue et je pense qu'il faut respecter leurs différents points de vue. Alors là, ce sont les premières tendances de rapprochement ou sinon de ralliement envers le pouvoir en place à quelques 6 mois de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on pourrait s'attendre, Soro Djabiga, à ce que d'autres formations politiques plus ou moins significatives que celles qui composent le G8 se mettent également dans cette dynamique? Non, moi je dirais non. Nous connaissons les grands partis politiques qui occupent la scène politique en Côte d'Ivoire. Là, vous parliez tout à l'heure de partis qu'on ne connaît pas, parlant justement du G8 de Zadi Djedje. Pourtant, la CAPSI, qui est composée de 25 partis politiques, on en connaît à peine que 5 ou 4, c'est-à-dire les plus importants. Il y a quand même des grandes têtes au niveau. Ne sont pas oui, il y a quand même des grandes têtes. Je vous concède concède cela, il y a quand même des grandes têtes au sein de la CAPSI. Il y a Simone Eivé, il y a Charles Blé Goudé, il y a Daniel Boli-Claveri, il y a le ministre Kairi qui a un potentiel politique dans sa localité. Il y a quand même des leaders au sein de la CAPSI. Mais le G8, l'a dit G8, on ne connaît personne, à part Zadi Djedje qui n'a que sa voix pour parler. Bon, je leur concède cela. Voilà, c'est légitime, leur action est légitime, leur position est légitime. Mais je dis qu'aujourd'hui, en tant que contributeur, en tant que leader d'opinion, il y a des questions vraiment essentielles qui pourraient aider la nation et qui pourraient contribuer à l'apaisement. Vous savez, dans cette même période aujourd'hui, il y a d'abord la crise au niveau de l'enseignement, où il y a des enseignants qui sont arrêtés parce qu'ils ont voulu manifester, ou ils ont manifesté. Il y a des enseignants qui ont vu leur salaire ponctionner, il y a d'autres qui ont vu leur salaire carrément bloqué. Il y a cette crise-là que nous traversons parce que les élèves aujourd'hui sont perturbés dans les programmes d'éducation. Il y a encore une autre crise qui nous guette parce que le PDCI menace de descendre dans les rues, le PPAC menace de descendre dans les rues, le RHDP menace de les attendre dans les rues. Je pense qu'il y a des sujets qui doivent nécessiter nos contributions parce qu'il y a une urgence citoyenne. Comme nous sommes citoyens, nous avons un devoir vis-à-vis de la nation, mais pas de venir encenser les antagonistes, les différents acteurs des problèmes que nous traversons pour augmenter, pour accroître encore les problèmes que nous avons. Il y a d'autres qui apportent leur soutien aux positions prises par le PDCI ou encore le PPACI. Oui, on essaie d'avoir dans une démocratie. Ne donnez pas l'impression que je penche pour un côté, je critique aussi l'autre côté. Non, mais je pense qu'on est dans une démocratie et puis tous les leaders politiques ne critiquent pas forcément la commission électorale
électorale indépendante. Certains estiment... J'aimerais poser une question à Jean-Richard. Objectivement, soyons objectifs sur ce plateau. Vous pensez que ces derniers mois-là, tous ceux qui ont adhéré au RHDP sont partis par idéologie? Et pourquoi pas? Non, je demande. Parce que, et pourquoi pas? Certains estiment que depuis 2011, à la sortie de la crise post-électorale, que le président Alassane Ouattara a apporté énormément. Vous savez, plus généralement en Afrique et en Côte d'Ivoire, ça c'est récurrent. Au niveau de l'opposition, il n'y a pas de grands moyens parce qu'il n'y a pas de subventions, il n'y a pas d'argent. Au niveau du parti en place, du pouvoir en place, il y a l'argent, il y a les moyens de l'État. Et quand on regarde les mouvements des différents partis politiques, ou bien quand on regarde les mouvements des transfuges, c'est toujours de l'opposition vers le pouvoir en place. Et cette attraction-là est justifiée par le nectar, par l'argent. D'où la thèse du restaurant. Bon, attention, il faut aussi respecter la volonté de certains Ivoiriens qui peuvent se dire « Nous apprécions le travail du président Ouattara », d'autres aussi... oui, non, certains estiment... en période démocratique. Alors justement, Jean-Richard Nguessan, la politique peut nous réserver des surprises auxquelles on ne s'attend pas, même les plus improbables. À 6 mois de la présidentielle, là, on parle de partis politiques qui ne sont pas forcément très connus, mais et si, éventuellement, à l'approche du scrutin, certaines formations de l'opposition, que je pourrais qualifier d'opposition significative, décidaient de se rallier au pouvoir? Est-ce que ce schéma-là est envisageable? Moi, je pense pour ma part que tout reste possible. Le président Laurent Gbagbo disait en 1995 qu'il n'y a pas de coalition contre nature et tout reste possible en politique. Et on observe qu'au niveau du RHDP, il y a cette volonté manifeste, non seulement de déstabiliser l'adversaire, mais aussi de recruter chez l'adversaire. Et moi, je pense qu'en politique, tout reste possible, surtout s'il y a une offre assez alléchante. Quand je parle d'offre, je ne parle pas forcément d'argent qui serait donné à un individu, mais lorsqu'on vous propose ou qu'on dit qu'il y a une certaine continuité, non seulement de la sécurité de la Côte d'Ivoire, on observe, quoi qu'on dise, que depuis l'avènement du président Alassane Ouattara, au niveau de la sécurité, il y a d'énormes avancées au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a des avancées au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Quand on sait qu'on a traversé de 2002 à 2011 le creux de la vague, certaines personnes estimeraient pourquoi ne pas continuer avec lui pour garder cette sorte de stabilité. Quand on sait qu'en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, il y a plusieurs conflits, que ce soit au Mali, au Burkina ou encore au Niger. Donc, bon nombre d'Ivoiriens pourraient estimer qu'il est le meilleur cheval sur lequel il faut compter. Soro Djabiga, votre réaction pour conclure sur ce sujet? Bon, si des partis politiques de l'opposition, des partis relativement représentatifs sur le territoire national, décident de rallier la cause du RHDP, cela pourrait être décisif pour sa réélection. Parce qu'il faut le dire, en 2010, le RHDP n'a pas conquis le pouvoir tout seul. C'est avec une alliance que le RHDP est arrivé. Le RHDP était une coalition. Voilà, justement. Le RHDP. RDR, vous voulez dire. Voilà. Bon, aujourd'hui, je parle du RHDP. Non, voilà. Parlons du RDR en 2010 qui portait la candidature d'Alassane Ouattara au premier tour du scrutin. Voilà. Le RDR n'a pas conquis le pouvoir tout seul. Ils sont partis en coalition avec le PDCI et d'autres partis. Aujourd'hui, le PDCI s'est retiré. Et je me rappelle très bien, je ne cesse de le répéter, au deuxième tour, le RHDP, ils ont annoncé 51% de pourcentage au RHDP et le reste à Laurent Gbagbo. Et d'après les chiffres qui ont été communiqués. Ok. Aujourd'hui, alors que le PDCI s'est retiré de la coalition, on sait qu'il y a certaines personnes qui se sont retirées également. Aujourd'hui, qui pèse véritablement le RHDP? Donc, le RHDP, je viens. Il y a des ténors du PDC qui sont restés, quoi qu'on dise, au niveau... Oui, il y a Guillaume Soro qui est parti aussi, qui a créé le GPS, qui est parti avec des ténors du RHDP aussi. Ouais, laissez-moi aller au bout de mes idées. Donc, je vais dire aujourd'hui que pèse véritablement le RHDP. Donc, si on va à cette élection-là et que le RHDP part tout seul, il y a combien de partis au sein du RHDP? Il y avait le PDCI, il y avait le RDR, l'UDPC. C'est vrai que Mabri est revenu. Mais on sait relativement ce qu'il pèse aussi. Donc aujourd'hui, ce serait décisif si un parti important de l'opposition rejoint la cause du RHDP. Parce qu'il faut le dire, depuis 2010, on a remarqué qu'aucun parti ne peut remporter une élection tout seul. Ou encore,
quand un parti se retrouve seul face à une coalition de l'opposition, il est difficile pour ce parti-là de gagner l'élection, même quand ce parti est au pouvoir. Et c'est cette menace-là qui plane aujourd'hui au-dessus du RHDP. On sent cette menace, on sent cette peur-là, parce que l'opposition donne l'impression qu'elle va se réunir. Et c'est toute l'opposition hein, dans toute sa contenance, pratiquement. On a d'un côté Charles Blé Goudé, Simone Ivé, le PDCI, Laurent Gbagbo et d'autres partis satellites qui sont représentatifs au plan local, qui veulent se mettre ensemble. Et ça peut être vraiment une grande menace pour vous. Ce scénario-là semble improbable. Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDC RD, a convoqué à la police une convocation publiée sur les médias, puis annulée quelques heures plus tard, donc dans la même journée d'hier, mardi 29 avril 2025. Que s'est-il réellement passé autour de cette affaire? Jean-Richard Nguessan, dans le communiqué publié par le groupe parlementaire du PDC-RDA, qui a informé l'opinion publique de l'annulation de la convocation du porte-parole du parti, le groupe parlementaire a clairement remercié le président du Parlement ivoirien, je parle de Adama Bictogo, qui a justement, selon les parlementaires PDCistes, fait jouer de son poids pour faire révoquer cette convocation adressée à Bredoumi Soumaïla. Est-ce que selon vous, il y a là une volonté du pouvoir d'éviter l'escalade? Ah oui, forcément qu'il y a une volonté d'éviter l'escalade. Vous savez, aujourd'hui, le PDC estime qu'il y a des procédures judiciaires interminables. Le PDC dénomme un bon nombre de choses. Le parti estime que la justice est liguée contre lui. Le parti dénonce des dérives judiciaires. Le parti condamne, on se rappelle, les agissements de la commission électorale, la liste électorale. Et pour ma part, je pense que cette convocation était assimilée par bon nombre de personnes au niveau du PDCI comme une sorte d'intimidation. Puisque Bredoumi, quoi qu'on dise, il porte la voix du parti. Et cette convocation-là, pour ma part, elle a malvenue. Et gloire à Dieu, on pourrait dire ainsi que les choses se sont arrangées de ce côté-là. On espère véritablement qu'on va partir dans cette dynamique. C'est vrai que le PDCI, la convocation intervient après sa sortie controversée, où il disait qu'il y aurait des marches. Est-ce que c'est à cause de cela qu'il a été convoqué? Il y a une sorte d'opacité sur cette convocation-là, mais n'empêche que la convocation a été retirée. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Soro, le PDC-RDA, qui face à la situation qu'encourait le député Soumaïla Bredoumi, qui négocie avec le président de l'Assemblée nationale, qui n'est autre qu'un membre influent du parti au pouvoir, lui également qui fait peser de tout son poids pour faire annuler la convocation au nom de la clause qui interdit à un député à être entendu par la justice, bénéficiant de son immunité parlementaire. Est-ce que de part et d'autre, on affiche une volonté d'éviter d'exacerber les tensions? Avant d'arriver à la volonté, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de contradictions autour de cette convocation. Parce que nous avons tous vu la déclaration qui a été lue par l'honorable Do Simon, dans laquelle il saluait la bienveillance du président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, et également du ministre de l'Intérieur. C'était à l'issue de la rencontre qu'il avait eue avec le président de l'Assemblée nationale. Et la rencontre avait eu aux alentours, et la rencontre s'était tenue aux alentours de 19h. Et après 19h, le PDCI a produit ce communiqué. Et le lendemain, on voit un communiqué qui est produit par le président de l'Assemblée nationale qui essaie de clarifier des choses. À travers ce communiqué, on comprend que le président de l'Assemblée nationale veut faire comprendre qu'il n'est pas intervenu directement pour pouvoir annuler le principe de la séparation. Voilà, au nom du principe de la séparation des pouvoirs, qui n'est pas intervenu pour annuler la convocation. Donc, nous avons tout de suite analysé la situation et on a compris qu'entre les deux parties, il y a un qui fait de la manipulation. Mais on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, dit qu'au nom de la préservation de la paix, donc dit que les gouvernants ont fait preuve de responsabilité pour pouvoir annuler cela. Aux dernières informations que nous avons reçues, effectivement, il y a eu une rencontre entre le directeur général de la police et des représentants du PDCI, notamment le porte-parole. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de rencontre, mais il faut souligner que la rencontre était amicale. La rencontre s'est bien terminée et le DG de la police a déclaré qu'il était disponible, il était à la disposition du PDCI en cas de besoin. La rencontre a eu lieu effectivement. Mais ce sont les contours
qui ont animé le débat autour de la convocation qui était gênante. D'autant que Brédoumi a été convoqué après avoir annoncé une mobilisation. Et il est député, il est couvert par l'immunité parlementaire. Donc, savoir qu'il est convoqué pour être entendu parce qu'il a fait une déclaration, tout ça est couvert par la loi. On n'a pas compris cela. Ça a failli créer un débat, mais la situation est apaisée et nous saluons tous cela. Même si l'appel lancé par Brédoumi Soumaïla n'est toujours pas révoqué, et donc le parti maintient sa menace de descendre dans la rue à partir du 2 mai si certaines de ces revendications ne sont pas satisfaites par le gouvernement. On a des réactions, notamment du côté de l'opposition, avec Éric Zaglolé. Il est le président de la jeunesse de l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, l'AIRD, dirigée par l'ex-ministre Éric Kaé et qui est membre de la CAPSI. Alors, il nous donne son point de vue sur cette situation que nous venons de connaître, notamment avec la levée de la convocation du député Soumaïla Brédoumi. Il a été porté à notre attention qu'une convocation a été émise à l'encontre de l'honorable Brédoumi, député de la Nation et porte-parole du PDCI-RDA. Nous, en tant que représentants de la jeunesse de l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, la JARD, parti membre de Cap Côte d'Ivoire, dont fait partie aussi le PDCI, nous sommes préoccupés par cette situation qui, à notre avis, constitue une atteinte grave à l'immunité parlementaire dont bénéficient nos élus en général et particulièrement l'honorable Brédoumi Soumaïla. Pour nous, l'immunité parlementaire n'est pas un privilège, mais une garantie essentielle pour le bon fonctionnement de notre démocratie. Elle permet aux députés de représenter librement les intérêts de leurs citoyens sans crainte de représailles dans leur opinion ou action politique. En tentant de violer cette immunité, nous assistons à un affront pour notre démocratie et à une dérive qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour notre pays. Nous rappelons que nous sommes à moins de 6 mois des élections présidentielles et que l'honorable Brédoumi n'est pas une personnalité non des moindres dans notre pays, une personnalité non des moindres au sein du PDCI-RDA. Alors, nous appelons donc à une réflexion approfondie et à un dialogue constructif autour de cette situation. Il est impératif que toutes les parties prenantes, y compris les institutions judiciaires et législatives, agissent dans le respect de la loi et des principes démocratiques. Nous demandons à ce que cette convocation soit annulée, je vous dis bien annulée, et que la voix du peuple représentée par ses élus soit respectée. Parce que l'honorable Brédoumi au sein du PDCI représente une frange de la population, une frange du peuple ivoirien. Nous incitons également la jeunesse ivoirienne à rester vigilante et à s'engager activement dans la protection de nos acquis démocratiques. Il est de notre devoir de garantir que nos voix soient entendues et que nos droits soient protégés. Donc sur ce, je vous dis merci. Cette convocation qui n'a finalement pas été annulée, comme le réclamait en cours de journée Éric Zaglolé, puisque effectivement, ce rôle le relevait tout à l'heure, Brédoumi Soumaïla a échangé aujourd'hui à la préfecture de police avec le patron de la police ivoirienne, c'est vrai, dans une atmosphère sereine, mais qui maintient tout de même l'état de suspense autour de cette affaire. Alors, justement, figurons que le PDCI mette à exécution ces menaces de marcher sur l'étendue du territoire national pour protester contre la radiation de son leader de la liste électorale. Est-ce qu'on ne s'acheminerait pas allègrement vers une procédure de levée de l'immunité parlementaire, non seulement de Brédoumi Soumaïla, mais également d'autres parlementaires de ce parti politique qui pourraient être directement dans le viseur de l'Assemblée nationale? Moi, j'espère qu'on ne va pas arriver à cette situation. Et moi, je revois dans mon esprit encore les propos du député Simon qui disait qu'il remerciait le président de l'Assemblée nationale ainsi que le ministre de l'Intérieur, le général Vagondo Diomandé, pour leur hauteur de vie et leur engagement en faveur d'un règlement apaisé de cette situation. J'espère qu'on va continuer dans cette lancée. On va multiplier, pourquoi pas, le dialogue. On se rappelle que le 23 avril dernier, le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, il avait averti que le désordre n'allait pas être toléré. Est-ce que c'est dans cette dynamique qu'est aujourd'hui le pouvoir? On espère que
on mettra en avant surtout le dialogue, qu'on mettra bas la terre. Vous avez vu le champ politique aujourd'hui, le climat social. Il y a une sorte de tension qui ne dit pas son nom et j'espère qu'on ne va pas arriver à cette situation. Tous les Ivoiriens, pour la plupart, appellent à ce dialogue. C'est vrai que pour certains, la 5e phase du dialogue a donné des conclusions assez majeures, mais on se dit qu'il y a possibilité, encore quelques mois des élections, d'ouvrir le dialogue afin que la situation ne s'envenime. Surtout pas. On parle d'apaisement, Soro. Certes, la police a essayé d'adoucir les tensions autour de l'arrestation, enfin, de la convocation de Bredoumi Soumaïla. Cependant, le problème de fond demeure. Les revendications du PDCI persistent. Pour autant, le PDCI ne semble pas vouloir faire marche arrière par rapport à ces revendications politiques. Il l'a souligné dans sa déclaration. Si leurs déclarations n'ont pas été satisfaites, ils vont appeler à la mobilisation. Et jusque-là, nous n'avons pas encore entendu un communiqué qui dit qu'effectivement, le gouvernement nous a rappelé, le gouvernement a fait ci, il a fait ça. Le PDCI reste en ordre de bataille et il faut craindre le pire. Quand on sait ce que le PDCI a fait pendant la désobéissance civile en 2020, on ne veut pas revivre ces instants-là. Comme avant la tempête, ces échanges entre Bredoumi Soumaïla et la police. Malheureusement, c'est le triste constat qui nous est donné de voir. Parce que jusque-là, il n'y a pas eu de satisfaction. Et on sait un rapprochement entre le PDCI et le PPACI et les autres partis de l'opposition. Et il faut craindre que cela arrive. Parce que si tout cela arrive à cristalliser, à formaliser leur union, ça sera difficile. Figurez-vous qu'aujourd'hui, tous ces partis qui se plaignent dans l'opposition traversent pratiquement la même situation. La plupart de ces partis ont aujourd'hui leurs leaders qui ont vu leurs droits civiques et politiques qui ont été annulés. La plupart de ces leaders ont vu de ces partis ont vu leurs leaders qui ont été radiés de la liste électorale. Nous sommes dans une démocratie. Et quand la démocratie montre ses limites souvent, nous-mêmes, en tant qu'acteurs politiques, en tant que citoyens, on doit prendre sur nous-mêmes, faire des concessions et préserver la paix. On n'a pas besoin toujours de s'accrocher derrière les textes pour pouvoir écarter des gens à des fins politiciennes. Et ça n'augure pas de bonnes choses. Nous avons vu la convocation, nous avons critiqué. Tout à l'heure, Zagoulé a parlé d'atteinte à la démocratie. Il a parlé d'un recul démocratique et il a chuté sur le dialogue. C'est dit qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens ont peur de ce qui pourrait arriver. Parce qu'on se rappelle tous de la crise post-électorale que nous avons traversée, on se rappelle des moments que nous avons vécus, on se rappelle de Diokou et tout ça. C'est difficile. Donc, moi, je pense que je vais chuter si ce que Zagoulé a dit. Il faut qu'on revienne au dialogue. Il faut qu'on revienne au dialogue. On enregistre 2 autres réactions sur la question. Bredoumi Soumaïla, c'est le secrétaire national chargé de la formation et de la documentation politique de la JPDC urbaine Gérard Brou, et celle de JCA Aoussou, c'est le pseudonyme qu'il nous a envoyé, qui est journaliste au quotidien Dernière Heure Monde, qui se prononce tous les deux sur ce qui s'est réellement passé et surtout qui s'interroge quant à la suite probable des événements. On va les écouter de façon successive. Que s'est-il passé à la suite de la convocation du porte-parole principal du PDCI? D'abord, comme tous les citoyens de ce pays, cette convocation nous a tous fort surpris. Mieux, elle nous a rappelé dangereusement l'outrage fait à la liberté de penser, la liberté d'appartenance, la liberté d'expression, lesquelles libertés sont garanties par notre loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution ivoirienne. Les 2 communiqués officiels autour de cette affaire, à savoir celui du groupe parlementaire PDCI et celui du président de l'Assemblée nationale de notre pays, démontrent la tension politique qui règne dans notre pays depuis bientôt quelques mois. À l'analyse, le communiqué du groupe parlementaire PDCI, a exprimé sa gratitude à sa sollicitation au président de l'Assemblée nationale, premier responsable de cette institution, et aussi au premier policier de la sécurité intérieure du pays, ce qui certainement a fait bouger les lignes dans le bon sens démocratique. Je pourrais dire, le communiqué du président de l'Assemblée nationale, lui, a rappelé, après avoir mis en garde ses condisciples sur l'air tenue, ce communiqué a rappelé le caractère spécial des parlementaires. Tout ceci démontre qu'à l'approche des élections
présidentielle de 2025, la situation, l'environnement est très tendu et nous appelons les uns et les autres à jouer leur rôle républicain. Que tous ceux qui sont à la tête de nos différentes institutions, que ce soit l'armée, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit les postes ministériels ou les postes nominatifs, tous doivent pouvoir jouer leur rôle républicain et non utiliser leur pouvoir d'influence pour s'interférer dans les questions politiques. Que s'est-il passé à la suite de la convocation du... L'affaire relative à la convocation du porte-parole du PDCI-RDA semble trouver son origine dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux où l'on voit Bredoumi Soumaïla pratiquement menacé que le PDCI prendra la rue dès le 2 mai si aucune action n'est entreprise. Dans cette veine, le mardi 29 avril, une convocation est annoncée. Puis, quelques heures plus tard, le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale évoque une annulation compte tenu du statut de député de ce dernier, remerciant même au passage le président de l'Assemblée nationale. Et contre toute attente ce matin, l'on voit un post du président de l'Assemblée nationale sur sa page Facebook qui rappelle que tout député est tenu de répondre à une convocation, évoquant même le principe de partage de pouvoir. Dès lors, la question qui se pose aujourd'hui est de savoir ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'une médiation a eu lieu? Est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation? Ou est-ce que le président de l'Assemblée nationale a-t-il subi des pressions? Autant de questions qui se posent. Mais dans tous les cas, cette convocation aujourd'hui du porte-parole du PDCI ravive le débat entre la liberté d'expression, l'incitation au désordre et la volonté de vouloir réduire un opposant politique au silence. Jean-Richard Nguesson vient donc d'entendre les contributions de nos deux derniers intervenants. Alors, il faut noter que dans l'après-midi de ce mercredi 30 avril, les parlementaires du PDCI se sont rendus à l'ambassade américaine à Abidjan où ils ont échangé avec la représentation diplomatique. Plusieurs points ont été présentés aux Américains par les parlementaires de l'ex-parti au pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous les égrener ? Effectivement, au menu des échanges, les points suivants ont été abordés aux sorties de la rencontre. La question de la nationalité indiscutable du président Tidjane Thiam. Et le deuxième point, le maintien de l'inscription du président Tidjane Thiam sur la liste électorale. L'organisation de la révision de la liste électorale 2025. La réorganisation de la commission électorale indépendante au niveau central et local. La modification de la loi électorale. L'audit de la liste électorale et la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Alors, à quelle fin précisément cette démarche auprès du pays de Lontoussam? Moi, je dirais tout simplement que le PDCI tente de multiplier les initiatives. Le président Tidjane Thiam est à l'extérieur du pays. Certainement qu'il essaie de faire jouer son carnet d'adresse. Et les membres du secrétariat exécutif ont décidé aussi de passer à l'offensive en visitant quelques représentations diplomatiques. On connaît plus ou moins tous la force des États-Unis et ils estiment qu'il faut porter leurs revendications vers ce grand pays-là, afin que ce pays-là aussi puisse faire pression sur le gouvernement ivoirien. On s'interroge à quelques mois des échéances électorales. Est-ce que c'est encore possible véritablement de répondre à ces différentes revendications? Quand je parle de la RLE à quelques mois des élections présidentielles, est-ce que cela est possible? Est-ce qu'il faut modifier à quelques mois des élections la loi électorale? Est-ce qu'on peut à quelques mois encore réorganiser la commission électorale au niveau central et au niveau local? Je m'interroge sur beaucoup de choses. Je me dis qu'on a quelques mois, il faut que de part et d'autre, des concessions se fassent. Cela vous laisse dubitatif. Soro Djabiga, le PDCI qui s'active à la fois sur les fronts diplomatiques et politiques, ça veut dire sur le terrain. Est-ce que cette démarche, cette méthode d'action-là peut porter ses fruits? Oui, elle est efficace. On voit aujourd'hui le PDCI qui joue sur plusieurs fronts. Vous savez, nous avons reproché cela au PDCI pendant la période après la période de la révision de la liste électorale et pendant la validation aussi. Je pense que le PDCI a été un peu distrait par les différentes assignations en justice de son leader. Si bien que le PDCI n'a pas pu véritablement relever tous les éléments, de façon matérielle, tous les éléments irréguliers qu'il avait annoncés sur la liste électorale. Parce que le PDCI était concentré sur la bataille juridique que son leader Tidjane Thiam menait à la justice. Et continue de mener. Donc aujourd'hui, quand on voit le PDCI qui sait maintenant faire la part des choses, qui laisse l'aspect juridique
au conseil juridique, qui laisse le terrain à ceux qui maîtrisent le terrain, qui laisse la phase diplomatique à ceux qui sont mieux à l'aise sur, ou bien qui sont en mission sur ce domaine-là. Une réorganisation. Une réorganisation. Et on voit également le président qui est à l'extérieur. C'est peut-être mal interprété parce que nous avons entendu des analyses qui disent qu'il est un peu absent aux endroits stratégiques et aux événements stratégiques. Il est absent, il n'est pas un peu absent. Il est un peu absent, moi je le dirais comme ça. Donc aujourd'hui, même près de mois. Ah oui. Aujourd'hui, Tidjane Thiam qui est à l'extérieur, qui multiplie les lobbies, qui multiplie les rencontres avec des grands acteurs, des grands décideurs de ce monde entier. Et aujourd'hui, une délégation du PDCI qui va à l'ambassade des États-Unis pour aller porter ses points de revendication. Quand on connaît l'influence des États-Unis dans le monde entier et l'influence même de l'ambassade des États-Unis, on sent que le PDCI n'est pas découragé, le PDCI n'est pas désarmé par tous ces coups qu'il reçoit de part et d'autre, à l'extérieur comme à l'intérieur. Washington qui reste un partenaire très important pour la Côte d'Ivoire, sur le plan économique et même sécuritaire. Oui, un partenaire au développement, vous l'avez relevé au plan économique et au plan sécuritaire. Quand on sait les actions que les États-Unis mènent actuellement dans le cadre de la formation de nos officiers de l'armée, dans la prévention aussi d'éventuelles attaques, au plan économique aussi, on regarde un peu le flux du commerce extérieur. On sait que les États-Unis sont vraiment de grands partenaires qui apportent beaucoup à la Côte d'Ivoire et on connaît aussi le pouvoir politique que ce pays représente. Donc je pense que ça c'est un coup de chapeau, il faut saluer cela et on attend la suite. On attend ce que cela pourrait donner. Jean-Richard, quel véritable impact? C'est vrai que c'est une démarche qu'on salue, mais est-ce que cette démarche aura un impact au regard des revendications présentées par le PDCI-RDA? Le PDCI qui estime qu'il faut modifier la loi électorale à quelques mois des élections présidentielles, qui estime aussi qu'il faut une révision de la liste électorale, alors qu'on a entendu à maintes reprises le président de la commission électorale dire que cette révision se fera après les élections. Le gouvernement même a abordé dans le même sens. Moi, je m'interroge quant à la faisabilité de tous ces éléments. C'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité de part, parce qu'arrivé à un certain moment, il va falloir faire des concessions de part et d'autre. Parce qu'à 6 mois des élections, est-ce que toutes ces revendications-là peuvent aboutir? C'est la question que... Est-ce que les concessions dont vous parlez prennent en compte l'annulation de la candidature de Tidjane Thiam, prennent en compte la violation du droit fondamental d'un citoyen ivoirien qui veut être candidat, un citoyen qu'on sait qui a été ministre dans le gouvernement, qui a été DG d'une grande société, qui a porté le développement de la Côte d'Ivoire, qui a été consulté à des moments donnés dans le cadre du PPTE par exemple. Est-ce que vous pensez qu'on doit faire des concessions là-dessus? On doit fermer les yeux sur cette atteinte à ses droits civiques et politiques. Vous pensez que cela en vaut la peine? Moi, là, si je comprends bien Jean-Richard, il essaie d'être réaliste, d'avoir une lecture réaliste de la situation pour le PDCI de voir aboutir ses revendications. Vous savez, moi, je venais dire tout à l'heure, c'est vrai que c'est en contradiction avec ce que je vais dire, mais je m'apprêtais à dire aucun sacrifice n'est de trop pour préserver la paix, pour préserver la stabilité sociale et politique. Mais laisser quelqu'un être candidat, moi je ne sais pas où est le problème. On lui reproche d'avoir été absent pendant 23 ans. Le RHDP a été sur le territoire national, sur tout l'étendue du territoire national pendant 15 ans. Le RHDP a fait des ponts un peu partout, a réalisé des infrastructures. Donc, Tidjane Thiam ne doit pas logiquement représenter une menace. Laissez-le se présenter, c'est tout. Après, moi, je ne vais pas rentrer dans le commentaire ou commenter la décision de justice. Et la justice dit que la décision n'est pas susceptible de recours. Moi, je ne vais pas commenter cette décision. Mais au-delà de ce fait, le PDCI-RDA doit aujourd'hui regarder à la situation. Vous savez, la situation... Depuis 2010, les décisions de justice ont toujours été contestées en Côte d'Ivoire. Ça nous a toujours entraîné dans des crises. C'est pourquoi je répète toujours... Ça ne date pas. C'est pourquoi je répète toujours que le problème que la Côte d'Ivoire a est institutionnel. Est-ce qu'on a des institutions fortes? Est-ce que la séparation des pouvoirs est respectée? Le problème est vraiment... Le problème est endogène. Mais aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. Que faire si éventuellement ces points de revendication ne sont pas pris en compte? Il faut penser à cela parce que tout reste possible le respect du calendrier. Au troisième sujet, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. On pourra remettre le débat sur la table une prochaine fois. Et là, on prend la direction du Sénégal, où le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, qui menace en ces termes le franc CFA,
je le cite, ne cadre pas avec notre vision. Soit la monnaie sera changée avec nos partenaires de l'UEMOA, soit nous prendrons nos responsabilités. Ousmane Sonko dans les pas des populistes, nous nous interrogeons sur ce plateau. Soro Djabiga, quel commentaire faites-vous de cette déclaration du chef du gouvernement sénégalais? Vous savez, depuis l'élection de ce tandem-là, Sonko, Diomaye Faye, le peuple sénégalais a été un peu désillusionné. Un an après, nous avons écumé les réseaux sociaux, nous avons audité les réseaux sociaux, les différents commentaires et les analyses. On a compris que le peuple sénégalais est un peu déçu. Les partisans du PASTEF, mais pas tout le peuple sénégalais. Voilà, je vais relativiser. Parce que pendant la période électorale, ce duo-là, qui était adulé de partout, même à l'international, en Côte d'Ivoire, un peu partout dans les autres pays, avait un discours populiste qui a séduit l'opinion nationale et internationale, qui a lutté. Une partie, c'est important de le préciser. Qui a séduit, qui a bravé beaucoup d'obstacles, qui est quitté en prison, qui est revenu dans la course électorale et qui a arraché le pouvoir d'État. Une partie des Sénégalais a fondé beaucoup d'espoir en son programme politique. Et un an après, ce sont des revendications, ce sont des plaintes, ce sont des pleurs, des lamentations qu'on lit sur le visage des Sénégalais, on lit à travers leurs commentaires. Et les Sénégalais, dans les analyses, ils ressortent quelque chose qui est un peu gênant. Ils disent que ce duo-là, je vais le dire comme ça, essaie d'occulter ses échecs derrière un acharnement qui est appliqué, qui est exercé sur l'ancien régime. Tantôt, ce sont les ministres qui sont poursuivis, tantôt, ce sont des anciens députés, tantôt, ce sont des anciens DG, des représentations d'administration qui sont tout le temps acculés, qui sont attaqués pour détournement de fonds, pour ci ou pour ça. Et aujourd'hui, c'est le franc CFA. Et aujourd'hui, c'est le franc CFA. Mis sur la sellette. Justement, donc, je pense que c'est un échec qui est en train d'être caché parce qu'on ne change pas de monnaie, on ne crée pas une monnaie du jour au lendemain. Et il va plus loin, il dit deux choses contradictoires. Il dit d'abord que la monnaie se crée de façon progressive, on va de façon crescendo. En même temps, il dit, si au plan sous-régional, ça coince. Au plan national, ils vont créer leur monnaie. On ne crée pas une monnaie comme ça. Ça demande plusieurs étapes. C'est vrai que la monnaie est garant de la souveraineté économique d'un pays. Mais il y a tellement d'éléments qu'il faut prendre en compte pour pouvoir aboutir à cette étape-là. On a vu les pays de l'AES qui ont depuis longtemps annoncé la création de leur monnaie. 3 pays. Jusqu'à présent, ça coince. Ça ne se fait pas aussi facilement. Donc aujourd'hui, Diomaye Faye et Ousmane Sonko doivent se pencher sur les problèmes que connaissent les Sénégalais. Il faut qu'ils arrêtent de faire dans le dilatoire. Jean-Richard, Sonko qui menace de sortir du franc CFA, opposant, c'était son discours justement qui lui donnait une certaine popularité auprès des jeunesses sénégalaises, justement séduites par ce discours populiste. Et maintenant, il est aux affaires, il a maintenant tous les leviers politiques pour mettre en œuvre son programme de gouvernement. Mais qu'est-ce qui coince? Le Mali est sorti de la zone franc en 1962. Avant d'y revenir volontairement, personne n'a obligé les Maliens à y retourner. D'autres pays ont menacé depuis un certain temps d'en sortir. Personne n'a osé faire le pas parce qu'on souligne le caractère bénéfique du franc CFA pour la stabilité de nos économies régionales. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a besoin forcément de faire de grands discours comme si on était encore dans l'opposition pour une décision que l'on peut prendre du jour au lendemain? Vous savez, depuis belle lurette, le franc CFA pose problème, quoi qu'on dise. Et je pense que le franc CFA se présente par moments comme du pain béni pour un certain nombre de leaders politiques. Soro a évoqué à l'instant la désillusion d'une partie des Sénégalais. Est-ce pour faire de la diversion? Est-ce pour gagner du temps? Moi, je m'interroge. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, le franc CFA est une monnaie qui se porte bien. Quoi qu'on dise. Et quoi qu'on dise, le franc CFA, quoi qu'on dise, le franc CFA se porte bien aujourd'hui. Et vous-même, vous l'avez signifié aujourd'hui, on ne crée pas une monnaie du jour au lendemain. Et dans les tests de l'UEMOA, possibilité donnée aux différentes nations de sortie. Vous avez évoqué le cas du Mali en 1962. Je crois que la Mauritanie aussi a quitté à un certain moment le franc CFA, partie de l'AES. Donc, à un moment, moi, je me pose des questions. Est-ce pour faire de la diversion? Est-ce le franc CFA aujourd'hui est utilisé? C'est du pain béni en quelque sorte pour un certain nombre de personnes. Et il gagnerait à s'occuper véritablement des problèmes des Sénégalais que de s'acharner sur le franc CFA. Voudrez-vous contredire sur
la contribution du franc CFA à la stabilité de nos économies locales. Soro Djabiga, on vous écoute. Voilà, je n'ai pas dit que le franc CFA ne se porte pas bien, mais on est tous unanimes. Vous avez dit c'est grave. Oui, laissez-moi aller au bout de mes idées. Ouais, mais on est tous unanimes qu'aujourd'hui, tous les pays ont besoin de créer leur propre monnaie. Le franc CFA, c'est vrai que c'est une monnaie sous-régionale, c'est une monnaie d'une confédération, mais c'est une monnaie qui est affiliée à une puissance coloniale, c'est une monnaie coloniale. L'euro est affilié à la monnaie allemande. Non, nous sommes en Afrique de l'Ouest, nous parlons du franc CFA. Parallélisme voilà. oblige. Oui, mais l'euro, est-ce que l'Allemagne a colonisé quel pays? L'Allemagne a envahi la France. Mais est-ce que l'Allemagne a colonisé la France? Allez-y, montrez-nous justement l'aspect négatif du franc CFA pour les économies. Je vais vous rappeler, laissez-moi. Je vais vous rappeler le couple que forment aujourd'hui l'Allemagne et la France. Mais on n'aurait même pas dit que ces deux pays ont connu la guerre. D'accord, on voudrait savoir en quoi est-ce que c'est grave. Pourquoi vous m'interrompez? Laissez-moi aller au bout de mes idées. Non, parce que vous avez évoqué le cas de l'euro. Je vous dis qu'en Allemagne, il n'y a pas de problème avec la France. Ce sont des pays qui s'entendent très bien. C'est des pays qui forment un couple, un mariage. Le franc CFA est endossé aujourd'hui sur la France. C'est une monnaie coloniale qui a été créée pendant la période de la colonisation. Vous savez, la monnaie est un symbole de souveraineté économique de tout pays. Aujourd'hui, quand on utilise une monnaie qui est coloniale, il faut le dire, c'est indéniable. D'abord, un pays ou une confédération qui réclame sa souveraineté économique et politique ne doit pas s'adosser sur une monnaie. On n'a pas dit d'échanger de monnaie à court terme. Parce que je l'ai rappelé tout à l'heure, on ne change pas de monnaie du jour au lendemain. Mais c'est quelque chose qui doit être prévu, on doit s'entendre là-dessus. Et justement, ça pose problème. On ne peut pas dire que le franc CFA se porte totalement bien. La France qui produit, le franc CFA qui est battu par la France. Est-ce que ça se fait gratuitement? Ça ne se fait pas gratuitement. Ça nécessite des frais, beaucoup de frais. Et ces frais-là ne pourraient pas revenir aux Africains si nous-mêmes on battait notre propre monnaie sous-régionale. Mais plusieurs pays africains battent leur monnaie en Europe. Pourquoi quand on parle d'aujourd'hui? La grosse question que moi vraiment j'aimerais soulever, c'est pourquoi tout à l'heure je vous disais de revenir au sujet, puisque vous avez contredit Jean Richard et de façon assez impressionnante quand vous avez dit que c'est grave qu'ils disent que le franc CFA nous est bénéfique. Alors Soro Djabiga, vraiment en 30 secondes je reviens vers vous. Le Sénégal aujourd'hui qui estime qu'il pourrait sortir du franc CFA si les autres pays de l'UEMOA ne se résolvent pas assez vite à le faire. Vous qui estimez que c'est grave qu'on dit sur ce plateau que le franc CFA nous est bénéfique, pourquoi? Mais je viens de répondre à cette question. Non, vous n'allez pas me ramener sur cette question. Non. Pourquoi est-ce que le franc CFA, pourquoi est-ce que c'est grave pour nous d'avoir le franc CFA comme monnaie? D'abord, le franc CFA est une monnaie qui regroupe plusieurs pays de la sous-région. Et aujourd'hui, regardez l'état de santé économique de ces pays-là que regroupe la zone CFA. Quel est leur état de santé? Regardez le Niger. Le Mali, le Burkina. Non, je vous pose la question. Non, je viens. Regardez l'état de santé économique de ces pays. Que dire de la Côte d'Ivoire? Que dire du Sénégal, des pays en pleine croissance? Nous vivons en Côte d'Ivoire, nous connaissons. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on est obligé de recourir à des prêts à l'extérieur pour pouvoir payer les salaires. Nous sommes obligés de recourir à des prêts pour pouvoir financer les charges fixe du fonctionnement de l'État. On ne peut pas dire que le franc CFA nous aide à vivre normalement. On ne peut pas créer des richesses, on ne peut pas mobiliser des richesses. C'est compliqué. Le Sénégal aujourd'hui qui cherche à sortir du franc CFA, c'est parce qu'il y a un problème. Sinon, il n'allait pas le faire. En tant que dirigeant du Sénégal, il ne faut pas quand même poser des actions qui vont contribuer à les faire reculer. S'ils veulent sortir du franc CFA, c'est parce que ça ne les arrange pas. Et puis j'ai précisé que... Mais qu'est-ce qui les empêche de le faire? En 30 secondes, on me signale que notre... Oui, mais on ne peut pas sortir d'une monnaie, on ne peut pas battre une monnaie du jour au lendemain. C'est tout un processus et il faut s'entendre, il faut une certaine unicité d'idéologie, une unicité d'esprit. Le Mali l'a fait en 62, Christian ne leur est pas tombé sur la tête. Ils sont revenus parce que le contexte ne s'y prêtait pas. Et rapidement. Vous savez, moi, pour être assez concis, on a plusieurs héritages de la colonisation. Vous avez évoqué l'héritage du franc CFA, qui est une monnaie coloniale. On a la langue française, on a notre système éducatif. C'est une langue internationale qui facilite le commerce. Mais c'est une langue imposée par le colon. Tant que ça nous arrange, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui... Parce qu'on utilise le français, donc on doit utiliser le franc CFA. Pourquoi c'est parce que moi je bats plus sur ce que... Moi je bats plus sur ce que... Permettez que je relève un point. Le français, qui est une langue qui permet la communication, le franc CFA qui est l'unique outil d'intégration monétaire en Afrique qui permet
de faciliter les échanges entre les pays qui l'utilisent. Il n'y a pas de zone monétaire d'intégration sur tout le continent africain. De l'intégration sous-régionale. Même si on change de monnaie. C'est incroyable ce que Rodja Bigadis. Elle est la seule zone économique dans tout le continent africain. Bien évidemment. Vous connaissez notre zone économique monétaire. Même si on change de monnaie, l'intégration va toujours exister entre les peuples africains. Voilà le Ghana. Voilà le Ghana. Je viens. Le président ghanéen qui a récemment appelé les pays de l'AES à revenir dans la CEDEAO. Ça veut dire que l'intégration, elle est dans nos veines. L'intégration monétaire. Oui, mais l'intégration, avant d'être monétaire, elle est d'abord sociale. Elle est d'abord sociale. Au-delà de cet aspect-là, il y a eu une renégociation des accords de 1973. Depuis 2019. Depuis 2019, aujourd'hui, nos États n'ont plus besoin de garder leurs fonds au Trésor français. Et nos États sont libres de sortir du franc CFA. Et les Français ne siègent plus à la BCE. C'est des éléments qu'il faut relever et ne pas induire le peuple en erreur et dire comme quoi c'est un héritage colonial alors qu'on a la langue. Donc le franc CFA n'est pas une monnaie coloniale. C'est une monnaie coloniale, mais on a la langue française aussi, est un héritage colonial. Je viens de vous rappeler tout à l'heure que le français est une langue internationale qui facilite la communication et le commerce international. On aura peut-être l'occasion d'y revenir une prochaine fois en espérant que d'ici là, peut-être que M. Sonko prendra la décision, puisque personne ne l'en empêche matériellement, de faire sortir le Sénégal de l'UEMOA. On va se dire au revoir sur ces entrefaits et puis on se retrouve très bientôt, certainement le vendredi 2 mai, puisque demain, jeudi 1er mai, c'est jour férié, pour d'autres sujets d'actualité dans l'Intelligent Club. Au revoir.